Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je m'appelle Agnès Benoît Lemarchand, je suis journaliste et très heureuse de vous recevoir pour une nouvelle conférence de Nature et Découverte, donc des conférences qui s'appellent 20-40, 40 minutes pour apprendre et 20 minutes pour comprendre, en compagnie ce soir de Laurent Gounel, qui nous a fait le plaisir de venir. Donc Laurent Gounel, vous êtes écrivain, vous êtes un spécialiste des sciences humaines. Vos livres, L'homme qui voulait être heureux, Dieu voyage toujours incognito, pour ne citer que, sont tous des best-sellers, traduits en plusieurs langues, et expriment votre passion pour la philosophie, pour la psychologie et pour le développement personnel, et certainement votre propre quête du bonheur. Nous avons la chance de vous recevoir ce soir pour votre dernier ouvrage, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, qui caracole en tête des ventes et se situe un peu entre l'essai, le roman initiatique, le conte théologique contemporain. Bref, c'est un livre passionnant et difficile à classer et qui nous a fait réfléchir, et qui m'a fait réfléchir à nos certitudes, et j'espère vous aussi, à nos comportements humains, au message de Jésus également. Bref, tout un programme. Sommes-nous aptes au bonheur ? C'est toujours la question, car nous avons tous cet ego qui nous empêche d'être vraiment profondément nous. Cette question traverse tout votre livre. Alors Laurent Gounel, ce trésor qui dort en nous, est-ce un nous rêvé, débarrassé des oripeaux de l'ego ? Rappelez-nous peut-être ce qu'est l'ego et pourquoi avoir choisi de traiter ce thème. Très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très 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 heureux d'être parmi vous ce soir. En fait, je vous dis bonsoir, mais à la vérité, je ne sais pas qui vous êtes. Et j'aimerais bien vous le demander d'ailleurs à chacun et chacune d'entre vous, mais ça prendrait un peu de temps, puis c'est pas au programme. Mais en même temps, imaginons que je vous pose la question vraiment à chacun d'entre vous. Voilà, peut-être on est en tête à tête, c'est moins intimidant, tranquillement quelque part, je sais pas, dans un restaurant, et je vous demande qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Franchement, essayez vraiment de vous interroger. Qu'est-ce que vous me répondriez ? Peut-être que vous allez me dire, je m'appelle Jean Dupont, Isabelle Durand. Vous allez répondre par votre nom. Oui, et vos parents auraient pu choisir un autre prénom ou vous transmettre un autre nom. Est-ce que vous auriez été quelqu'un d'autre pour autant ? Alors, vous pouvez aussi vous définir par votre profession, dire voilà, je suis commercial, je suis comptable, secrétaire, ingénieur. Oui, ok. Et vous auriez pu choisir un autre métier. Est-ce que vous auriez été quelqu'un d'autre pour autant ? Vous pouvez aussi vous définir, je sais pas, par une qualité, par exemple. Je suis quelqu'un de fort, de créatif, de gentil, de spirituel, tout ce que vous voulez. Oui, et peut-être que votre voisin, votre voisine juste à côté de vous a les mêmes qualités. Est-ce que ça fait de vous les mêmes personnes ? Et finalement, en fait, vous ne pourriez même pas vous définir par vos gènes, parce qu'un frère jumeau ou une sœur jumelle aurait exactement le même patrimoine génétique que vous, tout en étant une autre personne. Alors, qui êtes-vous ? Et vous voyez, en fait, c'est difficile de répondre à cette question. Et, sauf qu'on a besoin de savoir qui on est. Et finalement, moins on sait qui on est, et plus on a envie d'exister. Et à ce moment-là, on s'accroche à un certain nombre de choses qui nous aident à savoir qui on est et surtout qui nous aident à montrer aux autres qui on est. Et ces choses, ça va être des sortes de représentations de soi-même, comme par exemple, en effet, la profession. Vous voyez, moi, je suis écrivain et je pourrais tenter de m'identifier à mon métier d'écrivain. Et donc, à ce moment-là, d'exister à travers lui, de chercher même à me valoriser à travers lui. Sauf qu'en fait, plus je ferai ça et plus je jouerai un rôle et donc je m'éloignerai de qui je suis. Parce que qui je suis va bien au-delà de mon métier d'écrivain. Qui vous êtes va bien au-delà de votre métier, n'est-ce pas ? Et on peut aussi s'accrocher comme ça pour tenter d'exister à un certain nombre de choses. Alors, j'ai cité le métier, on peut aussi s'accrocher à sa beauté pour celles et ceux qui sont dotés d'un physique avantageux, sauf que vous n'êtes pas plus votre beauté que vous êtes votre métier. On peut s'accrocher à son intelligence. Vous savez, croire qu'on existe à travers nos propos, par exemple, à travers nos idées.
Dans ces cas-là, d'ailleurs, il y a un moyen de le savoir, c'est qu'on se sent un peu comme amoindri en présence d'une personne qui nous contredit. Vous voyez, ça signifie qu'on a tendance à s'identifier, et comme on s'identifie, on se croit attaqué personnellement par quelqu'un qui nous contredit, alors qu'en fait, la personne est juste en désaccord avec nos idées, quoi. Tout comme, tout comme on peut se sentir amoindri si on s'identifie à son physique, on peut se sentir amoindri en présence d'une personne plus belle que vous, quoi. Vous voyez, alors que la beauté n'est qu'un attribut, quoi. Et puis on peut aussi, et ça c'est un grand classique, j'ai envie de dire, on peut s'identifier, ça peut sembler bizarre de lire ça, mais s'identifier à ses possessions, c'est-à-dire en fait croire que notre valeur découle des choses que nous avons, notre voiture, notre maison, notre sac à main, tout ce que vous voulez, quoi. Et penser que ces objets que l'on possède illustrent quelque part notre valeur, alors qu'évidemment il n'y a aucun rapport, quoi, et ce que vous êtes va bien au-delà de ce que vous possédez, quoi, et finalement vous n'êtes rien de tout ça, quoi. Et c'est difficile donc de savoir qui vous êtes, parce que vous vous accrochez, on peut tous avoir tendance à s'accrocher à ces fausses identités parce qu'elles nous valorisent. Et on peut même croire qu'elles nous valorisent aux yeux des autres. Et c'est aussi ce qui peut nous faire s'accrocher à ça, parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est très bien, mais si je me libère de tout ça, qui en effet n'est pas moi-même, qu'est-ce qui reste finalement? Et puis je serai peut-être même ignoré, voire méprisé, on ne m'en remarquera plus, quoi. Alors qu'en fait, la réalité est presque à l'opposé, je dirais. Parce que finalement, votre valeur va bien au-delà de tout ce que vous pouvez faire dans votre existence, tout ce que vous pouvez posséder, va bien au-delà de votre métier, de votre beauté, quoi. Et votre simple présence est d'une grande valeur et elle n'a pas besoin d'être enjolivée par quoi que ce soit. Mais c'est pas évident de se libérer de tout ça. Et donc ça, tout ce que je viens de décrire, c'est un mécanisme égotique, c'est-à-dire c'est l'ego qu'on peut voir de façon imagée un petit peu comme une partie de soi-même. Vous voyez, c'est notre ego qui essaye d'exister à travers toutes ces fausses représentations, toutes ces fausses identités. Et en effet, vous l'évoquiez, Agnès, une façon de trouver une forme de libération, d'éveil, de bonheur, appelons ça comme on veut, et le mot en effet varie selon les cultures. Eh bien, une façon d'aller vers le bonheur est de se libérer de tout ce que l'on n'est pas, quoi. Ça peut sembler paradoxal ou bizarre en tout cas, mais pour savoir qui on est, pour partir à la découverte de soi-même, je suis convaincu qu'il faut d'abord se libérer de ce que l'on n'est pas. Alors est-ce une impression où l'ego semble avoir un peu gonflé dans nos sociétés contemporaines? Pourquoi est-il devenu si prédominant? Est-ce qu'on vit plus aujourd'hui dans un monde de faux semblants? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans le regard de l'autre? Alors je pense aussi qu'on a une époque d'ego exacerbé. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça. D'abord, il y a une sorte d'oscillation, vous voyez, un peu pendulaire au fil du temps, où on voit au fil des époques, et ce depuis l'homme préhistorique, on voit des oscillations entre une situation où l'homme est plus tourné vers lui-même, d'accord, égocentrique, il gère son intérêt, ou des époques où il est au contraire plus collectif, vous voyez, au service de l'autre, quoi. Et il y a par exemple un siècle, vous voyez, avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les gens avaient tendance à s'effacer au profit de la famille. Il y avait une certaine abnégation au profit de la patrie. Les gens étaient prêts à mourir pour leur pays. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, pourtant ça date, parce que j'ai 50 ans aujourd'hui, je me souviens, j'avais fait un petit sondage autour de moi dans la caserne. J'avais pas un seul camarade de chambrée qui restait en cas de guerre, hein. Ils me disaient tous, non, mais on se casse, quoi. Et c'était il y a 30 ans, vous voyez. Et donc voilà, il y a eu une époque qui n'est pas si lointaine que ça, finalement, c'est l'époque de nos grands-parents, où l'individu existait moins en tant que tel. D'accord, il y avait beaucoup plus une notion collective, de groupe, etc. C'est à ce moment-là qu'est apparue la sécurité sociale. Et à l'époque, d'ailleurs, la sécurité sociale était en équilibre. Et c'est pas un hasard non plus, parce que personne, finalement, n'abusait du système égoïstement, d'accord, que ce soit les praticiens ou les patients, quoi. Donc oui, aujourd'hui, dans ce mouvement oscillatoire, on est plutôt, même carrément, quoi, hein, voilà, tourné vers soi. Et en plus, parce que c'est quand même deux choses différentes, là, moi je trouve que c'est bien de s'occuper de soi, et on voit bien justement après cette époque qui était dure pour les gens, cette époque d'abnégation, c'était bien d'apprendre à s'occuper de soi, et c'est à ce moment-là qu'un bien-être est apparu, et puis ensuite plus tard, peut-être dans les années 70, le développement personnel a émergé. Donc c'est très bien de s'occuper de soi. Et par contre, je pense que la course à l'ego est une erreur fondamentale.
Alors, elle pose vraiment problème collectivement, et ça, on le voit bien dans notre société, on le voit bien chez nos hommes politiques, dont on sent bien qu'ils n'agissent pas, ou rarement, hein, je ne vais pas généraliser non plus, mais Pour ils l'intérêt agissent général. rarement pour le bien de nous, quoi, du pays, du peuple, mais plus pour satisfaire leur ego personnel, pour réparer certaines blessures liées à je ne sais quoi, leur taille pour certains, leur parcours pour d'autres, je ne sais quoi. Et, et on le voit un peu partout, on le voit dans le monde de l'entreprise. D'où ça vient ça vient peut-être, enfin, à mon avis, c'est multifactoriel. Mhm. Je pense que les médias poussent beaucoup à ça. Mhm. Les médias poussent beaucoup à ça, et notamment via la publicité. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre un produit ou un service, quel qu'il soit, en appuyant sur le bouton de votre ego. C'est-à-dire, vous voyez, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de vendre une voiture au hasard en vous faisant croire que vous serez un mec super, qu'on va vous admirer, ou, vous voyez, Mhm. que juste de vanter ses caractéristiques techniques à une époque où toutes les voitures se ressemblent un peu dans ce domaine, vous voyez. Mhm. Et donc, c'est très facile, en fait, pour vendre quelque chose, de servir l'ego de la personne. Et comme l'ego repose sur une illusion, on l'évoquait tout à l'heure, en fait, tout le jeu de la publicité, et sachez que les publicitaires en sont bien conscients d'ailleurs, hein, c'est une démarche tout à fait consciente de leur part, et les publicitaires visent à nous faire croire que nous sommes incomplets. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose pour exister pleinement, pour être reconnu, pour être aimé. Et il nous manque quoi? Ben, il nous manque ce qu'ils ont à nous proposer, évidemment, quoi, d'accord? Sauf que la vérité est que non, en fait, nous sommes complets, quoi. L'être humain est complet, mais on l'a un peu oublié. Et comme on l'a oublié, on peut être dans une espèce de quête perpétuelle qui est bien évidemment une fuite en avant pour quérir ce qui nous manque, croyons-nous, ou en avons-nous le sentiment, quoi. Mhm. Alors, quand on vous écoute, on comprend que ne pas avoir d'ego, ça serait presque vivre en accord avec soi-même, avec son soi profond. Mais est-ce réalisable? En tout cas, on peut avancer dans cette direction. D'accord? Alors, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je l'évoquais, qui nous tirent vers le bas, hein. Est-ce que ça se travaille, Ah oui, l'ego? oui, oui, ça se travaille, ça se Mhm. travaille. Et puis aussi, je pense que la vie nous aide à avancer dans cette direction. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on peut s'identifier par exemple à sa beauté, à son intelligence. Ben, quand on avance dans la vie, on est de moins en moins beau et de moins en moins intelligent, quoi. Voilà, moi j'ai des cheveux blancs que j'avais pas, j'ai des rides que j'avais pas il y a 30 ans, et j'ai plus du tout les mêmes capacités cérébrales. J'en suis, j'en suis navré d'ailleurs, mais j'ai plus la mémoire que j'avais autrefois. Bon, j'ai eu des enfants entre-temps et des nuits blanches pendant quelques années, donc ceci explique aussi cela. Il n'y a pas que le vieillissement, mais en même temps, voilà, la vie fait que on perd un certain nombre de choses auxquelles on a pu s'identifier, Mhm. et donc on peut le voir de manière problématique et en souffrir et tenter de masquer tout ça, et on peut le voir aussi comme un soulagement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le vieillissement, l'avancée en âge, on va le dire de façon plus jolie, l'avancée en âge aidant, bah, on réalise que non, on n'est pas à sa beauté. Oui, on est peut-être moins beau qu'avant, mais on est toujours soi-même. Voilà, j'ai pas les capacités cérébrales que j'avais à 20 ans, mais je suis toujours pleinement moi-même, peut-être même beaucoup plus, même certainement beaucoup plus qu'avant, vous voyez. Et donc finalement, c'est pas si grave que ça. Donc la vie se charge, je pense, de nous aider à nous libérer de notre ego. On perd Mais en ça, ego, on gagne en sagesse, en fait. C'est oui, ça. oui, oui. Maintenant, ça marche pas pour tout le monde. On Mhm. voit, on connaît tous autour de soi les gens qui vont s'accrocher désespérément, Mhm. voilà, à leur ego et puis le garder jusqu'au bout. Et à l'inverse, on voit des personnes âgées qui deviennent en général très belles, justement, parce elles ont une lumière au fond des yeux, elles ont de belles rides. Et là, voilà, ce sont les personnes qui ont bien évolué et c'est un petit peu comme si elles se libéraient petit à petit de tout le superflu, vous voyez. Mais, Alors, excusez-moi, je vous en prie, je vous en prie. mais je vais quand même finir de répondre à votre question parce qu'elle est vraiment pertinente. Il y a aussi autre chose qui, dans la vie, peut nous aider à lâcher l'ego. Ce sont les crises. Les crises personnelles qui peuvent revêtir différentes formes. Ça peut être une crise professionnelle, par exemple, suite à un écueil, suite à un licenciement. Ça peut être une crise Personnel. personnelle. Ça peut être aussi une maladie. Hein, les maladies, alors sauf les maladies qui répondent à des causes environnementales, et malheureusement il y en a, mais sinon les maladies, il y a un certain nombre de maladies en tout cas qui, pour moi, ont une fonction. Hein, ils sont porteuses d'un message et aident les gens en effet à se retrouver. Moi, je suis frappé de voir le nombre de personnes qui ont été atteintes d'une maladie potentiellement mortelle, d'accord, donc qui remettaient en cause leur vie même, qui,
après coup, était reconnaissante envers cette maladie, exprimait même une certaine gratitude en se disant mais avant non, j'avais une vie de con, quoi. Avant j'étais complètement à côté de la plaque et finalement grâce à cette maladie, bah, ouais, j'ai pu complètement réorienter ma vie et puis bah, repartir finalement beaucoup plus heureux qu'avant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le terme que les médecins utilisent lorsqu'on guérit d'une maladie. Le terme, c'est rémission. Rémission, remission, nouvelle mission. Alors, sans trop dévoiler l'intrigue du livre, vous parlez dans votre ouvrage de la prière, de la méditation qui peuvent jouer sur ce travail sur soi, pour nous aider à révéler notre vraie identité qui, à ce moment-là, ne dépend plus des autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, mais en fait, la méditation ou la prière, qui pour moi est quand même assez proche, même si c'est issu de cultures totalement différentes, vise notamment par le simple fait, soit dans un cas de comprendre ou de réaliser ou de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et bien, du coup, se libérer d'une certaine façon de son ego, parce que l'ego nous pousse à croire qu'on est la personne la plus importante au monde et que justement rien ne mérite qu'on meure, par exemple. Et donc, le fait de croire en un Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, m'a fait accepter finalement qu'on n'est pas ce qui est le plus important, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et puis, la méditation aide aussi souvent à se désidentifier de tous ces rôles, de toutes ces couches. Vous savez, certains utilisent la métaphore de l'oignon, comme si finalement ce qu'on était, notre essence, était vraiment au cœur de nous-mêmes, et puis il y a un certain nombre de couches successives qui se mettent par-dessus. Et la méditation peut aider à se libérer de tout ça. Alors Alice, l'héroïne du livre, va effectuer un cheminement dans votre ouvrage à travers différentes religions, du christianisme à l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, pour essayer d'en décrypter les messages profonds, communs. Avez-vous effectué ce cheminement vous-même? Vous êtes issu d'une famille Oui, avec 2 religions, c'est ça? voilà, c'est ça. Mon père était protestant, ma mère est catholique. Alors ça peut vous sembler très proche puisque ce sont deux religions chrétiennes. Sauf que, comme je vous le confiais tout à l'heure, Agnès, en fait c'était un peu la guerre de religion à la maison. Hein, dans la famille de mon père, on n'avait toujours pas digéré la Saint-Barthélemy 5 siècles avant. Et donc, c'était absolument exclu pour mon père que je suive le catéchisme catholique. Pour des raisons pratiques, je ne pouvais pas non plus aller à l'école du dimanche, qui est l'équivalent chez les protestants. Et au final, je n'ai eu aucune éducation religieuse. Et en fait, finalement, avec le recul, je me dis que ça m'a permis de ne pas être formaté, vous voyez, par une religion. Et donc, ça me confère une liberté totale par rapport à ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser aux religions, et c'est assez récent, hein, ça remonte à quelques années à peine, bah, finalement, j'ai regardé ça d'un regard tout à fait neutre. J'étais pas athée, mais j'étais pas non plus croyant. Oui, j'étais un peu entre les deux, un peu agnostique. Et donc, je me suis intéressé à ces religions. Alors, pas tellement à leurs rituels, parce que vous savez, quand on n'appartient pas à une religion, les rituels d'une religion, quelle qu'elle soit, nous semblent un peu bizarres. D'accord, quand vous débarquez, soit dans un temple, une synagogue, une mosquée, une église, et que vous n'appartenez pas à cette religion, ça vous semble un peu bizarre. Ça peut même vous sembler comme étant des simagrées, n'est-ce pas? En même temps, les rituels ont une vraie fonction, hein, pour une religion. Ça sert à entretenir la croyance, quoi. Mais bref, quand on n'appartient pas au club, entre guillemets, ça nous semble un peu bizarre. Donc moi, je me suis intéressé à quoi? Je me suis intéressé aux messages portés par les différentes religions, par les différentes spiritualités. Et derrière des rituels radicalement différents, ne serait-ce que dans ces religions que je viens de citer, eh bien derrière ces rituels radicalement différents, j'ai trouvé une convergence très nette des messages, et notamment une invitation commune à se libérer de l'ego. Alors c'est rarement formulé avec ce terme qui vient d'ailleurs d'Orient, mais il y a une invitation à se libérer de ce que l'on n'est pas pour Vous dites réaliser. dans votre livre que Bouddha, c'est celui qui invite à se libérer de l'ego, du point de Oui, vue étymologique, oui, c'est oui, ça? tout à fait. C'est le sens même du terme, c'est le sens profond du terme. Ouais, oui, oui. Tout à fait, c'est celui qui n'avait pas d'ego. Et dans ce cheminement, alors, est-ce que vous avez trouvé une vérité universelle? Oui, et entre parenthèses, on le voit aussi chez Jésus. D'ailleurs, Jésus, quand on lit les évangiles, que moi j'ai découvertes il y a seulement quelques années, hein, une fois de plus, eh bien, c'est frappant de voir que Jésus, lorsqu'il commet un miracle, eh bien, il demande qu'il n'y ait pas de spectateurs et il demande même qu'on n'en parle pas après, quoi. C'est-à-dire comme s'il refusait que, La médiatisation. oui, c'est ça, d'en tirer de la gloire, vous voyez. Mm.
Et alors après, je me suis beaucoup interrogé par rapport à ça. Est-ce que c'était juste par démarche, en effet, non égotique, il ne voulait pas en tirer fierté, ou est-ce que c'était que son pouvoir découlait justement de l'absence d'ego, quoi. Et donc, il voulait surtout pas qu'on l'admire pour ce qu'il faisait. Et c'est peut-être les deux, quoi. Alors, donc je reprends ma question, cette vérité universelle, donc c'est de parvenir à ce fameux royaume des cieux que vous décrivez, qui est le monde du non-égo, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, je pense. Bon, sachant qu'il y a une ambiguïté même dans le terme de royaume des cieux. Moi, quand j'étais petit, bon, j'ai pas eu d'éducation religieuse, mais on me disait Jésus est au ciel, voilà, les morts vont au ciel. Bon, quand j'étais petit, j'arrivais à y croire. Évidemment, après, c'était un peu plus dur, hein, quand on a fréquenté l'école et qu'on sait que les Boeing et les Airbus ont traversé le ciel de part en part, et les satellites et les fusées. Bon, on sait bien que voilà, on n'a jamais croisé un barbu sur son nuage, d'accord, et qu'il n'y a pas grand-chose là-haut de divin apparemment, quoi. Et donc, c'est évidemment une métaphore, sauf qu'on ne le dit pas d'ailleurs. Et ça amène une autre question, qui est la question de l'explicitation des paraboles. C'est-à-dire, en fait, dans toutes les spiritualités, on utilise des paraboles pour passer des messages. Donc, on communique les messages de façon imagée. Alors, c'est très joli, c'est très poétique. Et c'est vrai que c'est parfois intéressant parce que c'est difficile d'aborder les questions spirituelles parce qu'on est dans le domaine du non palpable. On n'est pas dans le concret, vous voyez. Donc c'est délicat et souvent de manière métaphorique, on peut faire comprendre des choses. Et en même temps, il y a aussi une limite. Il y a une limite, ne serait-ce que parce qu'il y a un certain nombre de gens qui prennent la métaphore au pied de la lettre, qui prennent l'image pour une réalité. Ce qui amène du coup un certain nombre d'entre nous, les plus rationnels, on va dire, à rejeter tout. Et du coup, ils rejettent aussi le bébé avec l'eau du bain. Ce qui nous amène ensuite à une société, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays, qui est foncièrement matérialiste, vous voyez, qui obéit à une vision matérialiste de la vie, c'est-à-dire qui croit que la vie est matière. Et quand il n'y a plus aucune spiritualité, qu'on a une vision uniquement matérialiste, eh bien en fait, on a une vision que je trouve assez triste de la vie. Parce que vous voyez, si je ne suis qu'un amas d'atomes appelé à disparaître, bah, ça veut dire d'abord que à partir de l'âge de 20 ans, mon corps s'abîme et donc ma vie est en perdition, d'accord, puisque comme je vous le disais, je suis moins intelligent, moins beau, etc. Je perds de la force et tout ça. Ça veut dire que c'est quand même assez pathétique comme vision. Et comme c'est assez tragique, ça amène à quoi? Ça amène à consommer du plaisir. Parce que si on se dit, je suis là pour quelques décennies et ensuite plus rien, bah, faut en profiter. Bah, faut en profiter, donc je vais consommer tout ce qui m'apporte du plaisir. Sauf que toutes les spiritualités au monde nous disent que le plaisir, même si il n'y a rien de mal par rapport à ça, parce que là aussi, il y a une mauvaise interprétation du mot péché, hein. En fait, il n'y a évidemment rien de mal à la gourmandise et à tout ce qui est qualifié habituellement de péché. C'est juste que ça ne nous emmène pas dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est ce qui va nous rendre heureux, nous épanouir. Et on sait tous que voilà, après avoir goûté au plaisir ou s'être saturé de plaisir, bon, on ne se sent pas très bien en général, on culpabilise et on se dit non, je vais acheter moins de chocolat ou je vais, vous voyez, enfin, et quel que soit le plaisir, on se rend bien compte que ça nourrit pas, n'est-ce pas? Il y a une espèce de vacuité inhérente à la seule quête de plaisir, quoi. Et c'est pourtant ce que nous offre la vision matérialiste de la vie. Et entre parenthèses, c'est aussi pas un hasard, selon moi, si on est dans une société de consommation, hein. On déplore souvent le tout économique. Le tout économique est pour moi la conséquence de la vision de la vie. La vision matérialiste amène à ça, en fait. C'est à partir du moment où on commence à entrevoir qu'il y a peut-être autre chose, qu'on appelle comme on veut, d'ailleurs, Dieu, l'univers, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a peut-être aussi quelque chose après la mort, et c'est peut-être pas la fin de tout, hein. Et bien à ce moment-là, ça change complètement la donne, quoi. Ça change complètement Donne de la la donne. valeur. Donc justement, dans votre ouvrage, Alice cherche à comprendre les paroles de Jésus et à les appliquer dans sa vie, ce qui n'est pas une mince affaire. Est-ce que vous suggérez donc que ces images sont un peu déconnectées de notre monde actuel par la lecture qui en est faite par l'Église et qu'il faille, entre guillemets, les repsychologiser, les repositiver pour les rendre plus accessibles? Ben, Jésus parlait il y a 2000 ans. Pour ne parler que de Jésus, hein, mais c'est vrai aussi pour Bouddha et les autres. Mais Jésus parlait il y a 2000 ans et évidemment, les êtres humains ont évolué.
Et je pense qu'on ne parle pas de la même manière à un être humain du 21e siècle qu'à quelqu'un au 1er siècle. Et puis d'autre part, il y a les paroles de Jésus, puis il y a ensuite la façon dont elles ont été retranscrites, puisque Jésus, comme Bouddha d'ailleurs, n'a rien écrit. Et ça a été retranscrit longtemps après. C'est-à-dire les apôtres ont pris la plume minimum 30 ans après. Puis il y a eu ensuite des ajouts tardifs, il y a eu des modifications, et c'est d'ailleurs très très dur pour les historiens, les exégètes, de savoir quelles étaient exactement les paroles de Jésus, quoi. En tout cas, je pense que oui, j'allais dire l'approche pédagogique des formations professionnelles, comme oui, la liturgie, enfin, en tout cas la façon dont les églises s'adressent aux gens me semble pas tout à fait appropriée à ce que l'on est aujourd'hui. Vous voyez, et puis je pense aussi qu'il y avait une intention à l'origine, quand l'Église a été créée, ce qui, entre parenthèses, n'était pas la volonté de Jésus, puisqu'il n'a jamais voulu créer une religion, hein. Donc quand l'Église a été créée, bah, le but c'était de convertir les gens. Et donc, fallait bien s'y prendre pour ça. Et comme c'était une époque où, évidemment, on savait très peu de choses sur le monde et sur le cosmos, et qu'il fallait proposer aux gens un certain nombre de croyances, et somme toute séduisantes, pour les amener à adhérer à la chose. Alors, ça ne remet pas en cause la valeur du message de Jésus, quoi. Mais aujourd'hui, ce qui a pu à un moment donné servir l'intérêt donc pour l'Église et donc pour les messages de Jésus, bah aujourd'hui, ça le dessert, à mon avis, vous voyez, parce que les gens, ils sont pas prêts à gober n'importe quoi et n'importe quelle croyance, quoi. Parce que vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que le message doit être un message plutôt positif et qui doit entraîner les gens et pas leur rappeler sans cesse, par exemple, la notion de péché, la Oui. notion de... Oui, sachant que Jésus parlait très très peu de péché et jamais même de péché originel. Et Jésus n'avait pas du tout un discours culpabilisateur. On sent quand on le lit vraiment et qu'on relit à tête reposée que son intention était de rendre les gens heureux, quoi. Et quand il a invité à répandre ce qu'il appelait la bonne nouvelle, d'accord, c'était pas de créer une religion, c'était pas de faire adhérer les gens à un club entre guillemets, quoi. Et, en fait, l'Église s'est créée sur une phrase prêtée à Jésus, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où Jésus s'adresse à l'un de ses disciples qui s'appelait Simon et qu'il nommait Pierre. Et il lui dit, tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et en fait, tous les historiens, tous les exégètes aujourd'hui s'accordent à dire que c'est un ajout tardif. Ça date du 3e siècle après Jésus-Christ. Et en plus, la fin de la phrase, que je n'ai pas en mémoire, mais est clairement de culture grecque, ce qui ne correspondait pas du tout à la culture de Jésus. Donc Jésus n'a jamais pu prononcer cette phrase. Ça, c'est certain, quoi. Jésus ne voulait pas créer de religion, quoi. Alors la spiritualité, c'est un peu ce qui nous dépasse et le développement personnel, ce qui nous guérit. Donc est-ce compatible ? Oui, le développement personnel et développement spirituel, oui, alors c'est compatible et selon moi, il y a un ordre pertinent. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir un risque à se connecter trop tôt à la spiritualité avant d'avoir résolu ses problèmes. Vous voyez, on a tous, et c'est normal, des difficultés dans la vie, des problèmes psychologiques. Alors on a plus ou moins en fonction de l'enfance qu'on a eue, des parents qu'on a eus, etc. Mais on a tous forcément des blessures pour la simple raison qu'il n'existe pas de parents parfaits, d'accord, il n'existe pas d'éducation parfaite. Donc on a tous des souffrances. Et si on se tourne trop tôt, selon moi, vers la spiritualité, vous voyez, bah, le risque, c'est d'oublier complètement ses problèmes. Donc, vous voyez, il y a moi, il y a Dieu, et puis j'oublie tout le reste. Et donc, j'enterre mes problèmes. Et moi, je pense que si on vient sur Terre et si on s'incarne à un moment donné, c'est pour vivre pleinement cette vie de personne incarnée. Et donc, pas retourner trop tôt là-haut, si vous voulez, quoi. Et en étant incarné, c'est important de vivre sa vie et de la vivre notamment en résolvant ses problèmes. Donc je pense qu'il faut, entre guillemets, nettoyer le psychologique avant de se connecter au spirituel. Donc Avant d'aider son prochain. Ben, en fait, moi je me rends compte que c'est quand on apprend à s'aimer soi-même qu'on aime véritablement les autres. Ça a été le cas pour moi. Vous voyez, moi quand j'avais 15 ou 20 ans, je ne m'aimais pas du tout. J'étais très 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 mal dans ma peau. Ah bon, pourquoi ? Oh là là, pour plein de raisons. Je peux vous les raconter, mais ça va prendre un peu de temps. Mais bon, j'étais maladivement timide. J'étais pas à l'aise avec les autres. D'accord. Bon, je vais quand même vous en dire 2 mots, mais je suis rentré à l'école à 6 ans seulement. Il paraît que j'ai tellement pleuré quand on m'a mis à la maternelle que ma maman m'a retiré. Voilà. Et sauf que bah, du coup, quand je suis allé à l'école, parce que j'avais pas le choix à l'âge de 6 ans, pour le coup, ça a été un gros choc parce que je découvrais quasiment pour la première fois de ma vie des enfants.
et je ne savais pas du tout communiquer avec eux, donc ça me faisait très très peur, et ça m'a fait tellement peur que je me suis isolé dans mon coin, voilà, et je suis resté quasiment dans mon coin jusqu'à un âge assez avancé, quoi. Donc voilà, quand quand je me suis retrouvé à l'âge adulte, j'étais tellement mal et tellement handicapé dans ma relation aux autres que simplement pour rentrer dans une boulangerie et dire bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît, ça me demandait vraiment une préparation mentale. Il fallait que je m'exerce, hein. J'avais mon bac plus 5 en poche, mais il fallait que je m'exerce pour aller acheter mon pain. Vraiment, hein, je ne caricature pas, quoi. Et donc, je pense que c'est lorsqu'on apprend à s'aimer, mais s'aimer véritablement pour ce que l'on est au fond et pas justement pour tout ce qui nous enjolive, pas pour nos titres, notre métier ou je ne sais quoi, ou nos résultats. Quand on apprend à s'aimer pour ce que l'on est quand on est nu, à ce moment-là, tout naturellement, on se met à aimer beaucoup plus les autres. Donc il y a un ordre logique. Et puis aussi, quand on a travaillé sur soi pour résoudre la plupart de ses problèmes, pas tous, mais jusqu'à être globalement équilibré. Il ne faut pas non plus être obsédé par son équilibre, mais jusqu'à être globalement bien dans ses baskets. Et bien après, on s'intéresse moins à sa personne. Ça, c'est un phénomène naturel. Et à ce moment-là, on se tourne plus vers les autres et aussi vers ce qui nous dépasse. Et là, on réalise petit à petit qu'on n'est pas forcément la personne la plus importante au monde, quoi. Alors pourquoi vous utilisez le cadre du roman pour faire passer vos messages, justement? Ce que la vie vous a appris. Parce que je crois au pouvoir métaphorique du roman. Moi, je lis autant des essais que des romans. Et j'aime les deux d'ailleurs. Mais je me rends bien compte quand je lis un essai que mon mental s'en empare, hein, comme diraient les hindouistes. Et, enfin bref, l'essai va s'adresser à ma tête. Alors que le roman nourrit mon esprit s'il contient des informations intéressantes, mais il s'adresse aussi à mon cœur. Donc il me touche, il me nourrit au moins à deux niveaux, quoi. Et le roman, par ailleurs, a un pouvoir métaphorique. C'est-à-dire quand je lis un roman, je me projette dans un personnage qui va vivre des situations que je n'ai peut-être jamais vécues et que je serais peut-être amené à vivre un jour, auxquelles je serais confronté. Et puis comme le personnage forcément n'est pas le même que moi et n'a pas la même personnalité que moi, bah, je vais découvrir de l'intérieur en me projetant en lui, dans sa peau, la façon dont lui va réagir à ces événements, la façon dont il va interagir avec les autres, la façon dont il va ressentir et vivre certaines choses. Et donc, il y a un apprentissage projectif qui est absolument énorme, quoi, qu'il n'y a pas quand on est dissocié en lisant un essai. Alors comment analysez-vous votre succès, justement? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je pense que dans la vie, en fait, je crois qu'on obtient assez facilement ce que l'on veut quand on a un objectif, quand on a une seule intention. Et moi, j'avais une seule intention quand j'ai pris la plume, ça fait maintenant 10 ans, hein, presque jour pour jour, quand j'ai pris la plume, j'avais une intention, c'était de partager des choses que j'avais reçues, c'est-à-dire j'ai rien inventé, hein, je ne suis pas un chercheur, mais partager des choses qui me semblaient utiles pour tout le monde, parce que ça avait été utile pour moi, parce que dans mon parcours de développement personnel, j'ai travaillé, j'ai rencontré des psys, des philosophes, des sages, même des chamans, donc j'ai beaucoup reçu, puis je me suis beaucoup formé à la psychologie, notamment à la psychologie cognitive, et au bout d'un moment, quand vous recevez beaucoup, eh bien, vous sentez que vous ne pouvez pas garder tout ça pour vous, parce que d'abord, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir le même parcours, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et donc, j'ai senti qu'il fallait que je passe, que je sois un passeur, quoi. Donc ça, c'est ce qui m'a amené à prendre la plume. Et donc, quand j'ai pris la plume et que j'ai commencé à écrire, j'avais une seule intention qui était de transmettre. D'accord? Donc, c'est ça qui a fait de moi un vulgarisateur, parce que je voulais transmettre au plus grand nombre. Donc, ça m'a amené, et ça m'amène toujours à prendre des choses, des concepts, des idées qui sont parfois complexes et les rendre simples, parce que je veux qu'elles soient accessibles à tous. Donc, je pense que bon, j'ai la naïveté, enfin j'avais la naïveté de croire que, puisque j'étais sincère dans ma volonté d'écrire pour les gens, c'était normal que les livres trouvent leur lecteur. Donc en fait, j'ai jamais été surpris de ce succès, mais c'était pas de la prétention de ma part, c'était plutôt de la naïveté, si vous voulez, quoi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a un deuxième élément de réponse, qui est que les êtres humains évoluent, et évoluent dans le bon sens. Moi, les journalistes me disent parfois, oui, votre quête de bonheur, est-ce que c'est pas une quête de riche? Et quelque part, la réponse est oui, mais pas dans le sens financier du terme. Oui, parce que ça présuppose une certaine évolution. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais appris la pyramide des besoins du philosophe Abraham Maslow. Ça doit vous être familier, hein. En deux mots, Maslow classifiait les besoins humains
Et il disait que les besoins apparaissaient selon une certaine séquence, selon un certain ordre. Tout en bas, il y avait de mémoire, il y avait les besoins physiologiques, c'était manger, dormir, boire. Au-dessus, il y avait les besoins de sécurité, avoir un toit, donc un métier, etc. Et puis petit à petit, après, il y avait les besoins d'appartenance, il y avait les besoins de reconnaissance. Et puis, j'oublie peut-être un échelon, mais tout en haut de la pyramide, il y avait les besoins de réalisation de soi. Et je me souviens quand ce prof, je le revois encore dans cet amphi, c'était à Dauphine, présenter ça. Quand je l'ai entendu formuler ce terme même de réalisation de soi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je savais réaliser des tableaux de bord à l'époque, je savais réaliser un certain nombre de choses, mais alors me réaliser, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et apparemment, je n'étais pas le seul dans l'amphi à froncer les sourcils, puisque le prof nous a dit, non mais cherchez pas, vous ne pouvez pas comprendre, ça doit concerner 2 personnes en France, Giscard et Mitterrand probablement. Quoi. Étonnant quand même. C'était sa vision. Quoi. Et aujourd'hui, on est rien que dans ce pays, on est des centaines de milliers, peut-être même des millions à être dans cette quête de la réalisation de soi, vous voyez. Et c'est signe de quoi? C'est signe qu'on a gravi les autres échelons. Parce que selon Maslow, une fois qu'on a assouvi ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins d'appartenance, ses besoins de reconnaissance, et bien après on cherche autre chose, et cette autre chose, c'est ça, c'est la réalisation de soi. Et au-delà, on pourrait même rajouter au-dessus un besoin de spiritualité, je pense. Quoi. Donc vous devez assister avec bonheur à tout ce mouvement de développement personnel en librairie et ailleurs. Oui, et ailleurs, oui. Oui, et sachant que ce n'est pas que dans notre pays, bien évidemment, mais pas non plus que dans les pays occidentaux. C'est vraiment partout dans le monde. Je vois cette quête de réalisation de soi. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, hein, dès qu'on allume la radio ou la télé, que les choses vont très très mal dans le monde. Oui, et il y a aussi des choses qui vont très très bien. Il y a vraiment les deux, en fait. Alors c'est ma dernière question. On a un petit rituel pendant les conférences de savoir quel a été votre plus beau moment de nature et votre plus belle découverte, évidemment. Alors, plus beau moment, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une relation très particulière à la nature. Vous voyez, puisque le bonheur est quelque chose qui me préoccupe, qui m'anime, comme, comme vous devez le deviner, eh bien, on sait tous que le bonheur est un état. Donc, comme tous les états et comme toutes les émotions, d'ailleurs, c'est fluctuant. Donc il est normal, enfin, sauf si on est un sage illuminé, ce qui n'est malheureusement pas encore mon cas, il est normal que ça fluctue et donc que l'on soit à un moment donné décentré par rapport à cet état. Quoi. Et pour moi, la question, c'est qu'est-ce qui peut nous permettre de nous recentrer? Et puis combien de temps ça prend aussi, ce qui est une vraie question. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si on est décentré, admettez, vous soyez décentré par, je ne sais pas, une parole blessante, par exemple. La question, c'est combien de temps ça va vous blesser? Est-ce que ça va vous blesser 1 minute? Je crois que la durée de vie d'une émotion, c'est 7 secondes. Hein, et au-delà, on remet une pièce dans la fente, on remet des bûches dans le feu, d'accord? Ou est-ce que ça va vous décentrer pendant 3 semaines? Parce que vous allez le ressasser, d'accord? Donc c'est une vraie question. Et l'autre, c'est en effet comment faire? Comment faire pour se recentrer et se retrouver son état? Et moi, parmi les moyens que j'ai trouvés, c'est la nature. C'est pour ça que j'ai quitté Paris, d'ailleurs, il y a 10 mois pour aller vivre en pleine nature. Quoi. Parce que marcher dans la nature, mais ça peut être vrai aussi dans un jardin parisien, c'est ce que je faisais autrefois. Quoi. Pour moi, marcher dans la nature m'aide immédiatement à me recentrer. Quoi. Et pour plein de raisons, je pense, qui ne sont pas forcément présentes à ma conscience, d'ailleurs. Je pense qu'il y a peut-être le fait de... Parce que je le ressens, ça, je me sens appartenir à un grand tout, comme disent les Amérindiens, un grand tout qui me dépasse. Et je me sens comme étant un petit élément de quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fait, c'est très rassurant. Quoi. C'est aussi une forme de libération de l'ego, d'ailleurs, de ne pas se sentir avec ce besoin d'exister à tout prix aux yeux de tout le monde et de je ne sais qui, et de soi-même, mais accepter le fait de n'être qu'un petit élément d'un grand tout. Hein, ce qu'Hubert Reeves a appelé une poussière d'étoiles, par exemple, ce que l'on est véritablement, d'ailleurs. Et donc ressentir ça, c'est ce que je ressens dans la nature, et ça me recentre. Quoi. Et puis la nature, l'être humain appartient à la biosphère. C'est-à-dire on a, et ça c'est très occidental, d'ailleurs on a tendance à croire qu'on s'extrait de la biosphère, et c'est pour ça qu'on éprouve, non, c'est pour ça qu'on s'accorde le droit de détruire la nature, en tout cas de l'exploiter. Mais on ne réalise pas en faisant ça que nous ne sommes qu'un élément de la biosphère. Et donc en détruisant la nature, c'est même pas qu'on détruit la planète, c'est qu'en fait on se détruit soi-même. Mais oui, mais oui. Et votre plus belle découverte? Ma plus belle découverte,
sais pas, ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est la naissance de mes filles. Voilà. Très belle réponse. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant la parole au public. S'il y a des questions pour Laurent Gounel. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On peut faire passer le micro dans la salle, peut-être. Pardon. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport au film que vous y étiez lancé comme défi de réaliser. Alors, je ne m'étais pas du tout lancé un défi de réaliser un film. En fait, j'ai été contacté un jour par un producteur pour... enfin, il y a eu plusieurs projets, mais notamment un pour mon deuxième roman, qui est Les dieux voyagent toujours incognito. Et en fait, j'avais eu dans l'esprit de le garder sous le coude pour peut-être en réaliser un jour moi-même le film, le jour où j'aurai le temps de me former à ça, quoi. Donc, je lui ai dit, et il m'a répondu: ah, mais si vous voulez le réaliser, faites-le. Je lui ai dit: écoutez, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Et il m'a dit: ah, mais réalisateur, c'est un métier qui s'apprend en 8 jours. Bon, sur le moment, j'ai doucement Très rigolé. positive attitude. Et j'ai doucement rigolé, sauf que ce livre même invite à se libérer de ses croyances limitantes. D'accord. Donc je me suis dit, je ne peux pas à la fois prôner ce genre de message et en même temps en avoir moi-même. Donc je lui ai dit, ok, chiche, banco. Et donc voilà, j'ai signé un contrat de scénariste d'abord, parce qu'il fallait adapter le livre en scénario, et puis un contrat de réalisateur. Et j'ai commencé à travailler sur le scénario, et en fait, au bout de 8 mois, au bout de 8 mois, et après avoir présenté 2 versions du scénario au producteur, bah, il faisait des têtes longues de 3 km en lisant mon scénario. J'étais assez d'accord d'ailleurs avec leur retour plutôt négatif, quoi. Donc au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon, bah, écoute, si tu veux, on va te faire aider. Alors on va adjoindre un co-scénariste. Alors tu vas le choisir. Alors on va te faire rencontrer des scénaristes. Alors ils m'ont fait rencontrer 3 scénaristes dans une même journée. Et en fait, en discutant avec eux, j'ai réalisé tout le travail qui restait à faire. En fait, c'est hyper long d'adapter un roman qui est un roman écrit à la première personne, qui est le cas de celui-là, et qui est en plus très introspectif, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout cinématographique, contrairement à ce que j'avais de la faiblesse de croire. Donc, ça demande un énorme travail pour montrer à l'écran ce qui est en fait intérieur, quoi. Donc, j'ai compris que j'allais y passer 4 ou 5 ans, que mon plaisir, c'était quand même d'écrire. Et puis, le même jour, en fait, le jour où j'ai vu ces scénaristes, j'ai déjeuné avec un ami qui s'appelle Bernard Werber, qui est aussi auteur et qui a réalisé un film de l'un de ses livres. Et il m'a raconté la galère que ça avait été pour lui. Donc, en sortant du déjeuner, j'ai appelé les producteurs et je leur ai dit, je ne suis pas l'homme de la situation. Donc voilà, on va déchirer les contrats, puis vous allez choisir quelqu'un d'autre. Et c'est toujours en cours, sachant que ça fait plusieurs années. Donc quand je vois ça, je me dis, j'ai eu vraiment raison de passer la main à un plus compétent que moi. S'il y a une autre question. Par rapport à ce que vous avez dit juste avant, sur le fait que vous sentiez que vous faisiez partie d'un grand tout, vous aimiez la nature, que vous y ressourciez, comment vous gérez justement le fait qu'on détruise joyeusement ce monde qui nous entoure et dont on fait partie? Parce que quand on a fait tout le travail dont vous parliez sur soi, tout ça, qu'on est dans la gratitude, dans plein de choses, ça c'est un peu le truc qui bloque. Enfin, en tout cas, c'est peut-être personnel, mais on peut rien faire, on se sent vraiment impuissant. Et je sais pas, moi, comment gérer ça. Je suis peut-être pas la seule. Et est-ce que vous avez trouvé quelque chose quand vous êtes dans la nature comme ça? Vous avez conscience qu'on la détruit? Enfin, comment vous... Je sais pas, moi, ça bloque à ce niveau-là. Donc, ça J'ai m'intrigue, non seulement conscience, mais c'est peut-être la chose qui me rend le plus triste au monde, vous voyez. Et en même temps, enfin, d'abord, je sais que la solution est individuelle. On a tous tendance à attendre une solution de nos politiques, et en fait, j'y crois pas une seconde. Je continue d'aller voter parce que je sais que c'est précieux d'avoir le droit de vote et que c'est pas donné à tout le monde sur cette planète. Donc je continue d'aller voter, mais au fond de moi, je sais bien que ça sert strictement à rien, ça changera rien, d'accord? La solution, elle est en chacun de nous et en chacun de nos comportements individuels. Donc ça veut dire que, déjà, je me responsabilise beaucoup par rapport à ce que je fais à la nature. Par mes déplacements, par mes activités, par tout, quoi. Par mon tri, etc., par ma consommation, mes choix de consommation, mes choix de produits, etc. Et je pense que c'est en étant soi-même, je dirais pas irréprochable parce que personne n'est parfait, mais en étant soi-même un peu modélisant, et puis aussi en parlant autour de soi, que finalement ça va se propager. Parce que tout se propage dans la vie. Et il y a quand même une chose qui est très positive à notre époque, après l'avoir beaucoup critiqué, c'est ces réseaux sociaux qui permettent de partager des idées. Et aujourd'hui, une bonne idée peut très vite se répandre sur la toile, très très vite.
Et donc finalement, il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont conscience de la nature, de l'importance de la nature et du mal qu'on lui inflige, et donc de la nécessité de changer nos comportements. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent autour de ça, qui partagent leurs expériences personnelles. Il y a plein d'initiatives aussi. Donc il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Alors, pas assez vite, on est d'accord. Donc aujourd'hui, ça reste très préoccupant, et ça me préoccupe beaucoup et ça m'inquiète encore beaucoup. Je crois que c'est Edgar Morin qui disait que la survie même de l'homme est menacée. Il disait c'est pas exclu finalement qu'on s'autodétruise. Donc moi, bon, là, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je veux croire qu'il y aura un sursaut, un éveil des consciences. Et puis je vais vous citer la métaphore d'un ami qui s'appelle Christophe Chenbault, qui a créé le site culturel Even, qu'il a revendu depuis. Christophe a une métaphore, c'est celle d'un bambou. C'est une variété de bambou, ne me demandez pas laquelle. Il paraît quand on la plante en terre, je ne sais pas si c'est une graine ou un rhizome, enfin peu importe, il paraît que voilà, on a beau bien s'en occuper, le bichonner, l'arroser, etc., ben, il ne se passe rien, ça ne sort pas de terre. Pendant toute la première année, on ne voit absolument rien sur la terre, on a beau observer. Puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que sous terre, il y a des échanges. Les échanges, le biotope, tout ça. Enfin, il se passe des choses, mais on ne voit rien, quoi. Et puis la deuxième année, on a beau continuer de le bichonner, il ne se passe toujours rien. Mais sous terre, il y a toujours des échanges, quoi. Et puis la troisième année, d'un seul coup, on aperçoit enfin, au bout de 3 ans, une petite pousse. Et là, ça prend 20 mètres en 3 semaines, quoi. Et c'est peut-être ce qui est un peu de se passer en fait à la surface du globe. Il y a des tas d'initiatives très très positives qui ont lieu partout. Il y a des tas d'éveil de conscience individuel, de gens qui en parlent. On ne nous en parle pas dans les médias parce qu'on préfère nous parler de toutes les horreurs qui ont lieu dans le monde. Donc on ne nous parle pas de ça, mais ça existe néanmoins, quoi. Et il est probable qu'un jour, voilà, notamment grâce aux réseaux sociaux qui font qu'on se connecte facilement ensemble, à un moment donné, ça émerge et puis voilà, la page sera tournée. Ça marche pas? Ouais. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux Américains qui ont voté pour Donald Trump, qui est quelqu'un qui n'incarne pas vraiment quelqu'un qui s'aime, et donc un peuple qui vote pour un homme comme ça, est-ce que c'est un peuple qui s'aime? Et c'est symptomatique de quoi pour vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'ils apprennent à s'aimer, à voter pour quelqu'un qui dégage une forme de bienveillance et de pas de douceur, on n'est pas chez Bisounours, mais voilà, de bienveillance vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis du monde? Vous savez, il y a, je ne sais plus combien de temps exactement, il y a une quinzaine d'années, quand George Bush fils a été élu, ça m'a fichu un coup au moral. Et je me confiais à un ami américain de San Francisco, et je lui disais, c'est quand même terrible que vous ayez voté pour cet homme-là, quand même. Et lui, qui n'avait pas voté pour lui, me dit, non, non, mais c'est très bien. Je lui dis, quoi, mais comment tu peux dire une chose pareille? Il me dit, bah, c'est très bien parce que c'est important d'avoir un président à son image. Et donc bah, aujourd'hui, voilà, nous, Américains, on en est là dans notre évolution. Donc c'est normal en fait qu'on ait ce président. Et puis ça permettra de passer à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, après, il y a eu Barack Obama. Et on sait tous, enfin, on est nombreux à s'être réjouis de l'élection d'Obama. Et la question, est-ce que Obama aurait été élu s'il n'y avait pas eu Bush avant? Vous voyez? Et on peut transposer cette question dans tous les domaines. D'ailleurs, c'est est-ce qu'on serait en paix en Europe depuis 70 ans s'il n'y avait pas eu les monstruosités de la Seconde Guerre mondiale? Et pourtant, dans l'instant, il y avait de quoi s'en lamenter, vous voyez. Bon, maintenant, vous me demandez de quoi est-ce symptomatique? C'est peut-être symptomatique aussi d'autres choses. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un certain nombre de gens à la surface du globe qui en ont assez de la mondialisation telle qu'elle est vécue. La mondialisation part d'une belle idée. Belle idée qu'une frontière, c'est tout à fait arbitraire et que finalement, bon, on est une nationalité, mais on aurait pu naître parfois quelques kilomètres plus loin, on aurait été d'une autre nationalité. Donc la notion de patrie ne veut pas dire grand-chose finalement. Et c'est vrai que c'est tentant d'abolir les frontières et de se dire, voilà, on est tous citoyens du monde. Ça, c'est tentant et c'est peut-être même une certaine vision du bien. Sauf que tout le monde n'est pas forcément prêt à vivre ainsi. Puis en plus, ça demande un certain nombre d'adaptations. Enfin, c'est pas facile, on s'en rend bien compte, d'accord. Et il y a une chose qui est certaine, selon moi, c'est qu'on ne peut pas imposer les choses au nom du bien à des gens qui n'en veulent pas. Il y a eu un certain nombre d'expériences désastreuses dans le passé. Je pense au communisme, par exemple, qui partait quand même d'une idée qui est
qui était quand même plutôt pas mal, quoi, de se dire, voilà, on met les choses en commun, etc. C'est plutôt une idée positive. Et ça a fini dans un bain de sang monstrueux. C'est que 40, 50 millions de morts. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez quand même. C'est quand même l'une des choses les pires qui soit arrivées à l'humanité, le communisme. Alors que ça partait d'une certaine idée du bien, mais qu'on a voulu imposer, vous voyez. Et donc, je pense que ce qu'on peut voir, que ce soit en Angleterre avec le Brexit, aux États-Unis aujourd'hui avec Trump, c'est une réaction du peuple qui dit non à ce qu'on veut lui imposer. Et donc, si on le voit comme ça, ben, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que cette mondialisation-là, qui est avant tout une mondialisation économique qui crée des souffrances, parce que bah, ce qui est vrai aux États-Unis est vrai aussi en France. Et comment veut-on qu'une entreprise française qui paye des charges patronales élevées. Et pourquoi elle paye des charges patronales élevées? Parce que nous, en France, on a envie d'avoir une sécu et c'est notre droit, quoi, parce que ça protège les gens et que voilà, c'est un bon système, selon moi en tout cas. Eh bien, comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise qui, du coup, doit payer des charges qui sont très, très élevées soit compétitif avec un entrepreneur chinois qui n'a pas ces contraintes, puis qui n'a même pas de SMIC d'ailleurs, qui peut exploiter les gens? Enfin, évidemment qu'il n'est pas compétitif, donc évidemment que les usines vont fermer, vous voyez. Et donc, on ne nous parle pas de ça. On nous vend la mondialisation en disant mais c'est génial, c'est super. Et on ne veut pas voir les problèmes, sauf que bah, le peuple qui subit ces licenciements, qui subit tout ça, bah, voit les problèmes. Et on a marre qu'on n'en parle pas, parce qu'on pourrait aussi en parler aux gens, dire bah, voilà, nouveau choix de société, on supprime les frontières, et puis pour que les entreprises soient compétitives, bah, on va aussi supprimer le SMIC, et puis la Sécu, et puis après, le peuple choisit, on fait un vote, vous voyez, sauf qu'on ne nous propose pas ça. On nous fait croire que c'est très bien, que la mondialisation, que c'est parfait, la concurrence pure est parfaite, tout va bien, ça va déboucher sur du positif. Bah, le peuple dit non. Et bon, c'est vrai que comme vous, j'ai eu un coup de blues hier matin en apprenant la nouvelle, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est symptomatique d'un message. Et au final, moi, je veux croire que ce sera positif, quoi, vous voyez. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui n'ont pas envie que, après le Brexit, après Bush, il y ait d'autres événements, d'autres choix de ce genre qui se répandent un peu partout à la surface de la planète et notamment en Occident. Donc, ça va amener à des décisions qui seront peut-être positives au final. Donc, moi, je veux croire que de cela ressortira du positif, quoi. Bonsoir. On parle de grandes choses là, l'écologie, l'Amérique, enfin le destin de ce peuple, mais pour des choses toutes simples, parce qu'il n'y a pas besoin d'allumer la télé pour être face à des frustrations au quotidien. Comment vous gérez les interactions? Parce que je me rappelle, je ne sais plus dans quel livre c'est, je sais plus si c'est le vendeur de muffins ou le voisin aigri avec ses enfants qui râlent. Je ne sais pas si vous resituez, c'est une image qui m'était restée. Et donc, il avait reçu un mot, un message anonyme qui disait quelque chose comme tu es aimé ou tes parents t'aiment, enfin quelque chose comme ça. Et il avait peut-être, il manquait d'amour, enfin il y avait un truc comme ça. Et bon, même quand on essaye comme ça de délivrer des messages, enfin, je sais pas comment dire, d'être bienveillant envers les autres, on se retrouve souvent face à des murs en fait, des gens qui, faut peut-être aller plus loin que juste un petit mot anonyme, mais même en essayant d'en faire plus, parfois on est juste bloqué. Je ne sais pas si vous voyez ma question. Très bien, très très bien. Bah, d'abord, vous savez, c'est très difficile d'amener quelqu'un à évoluer quand on n'est pas son psy, hein, parce qu'il n'y a pas une demande de sa part. Et puis d'ailleurs, qui est-on pour vouloir changer quelqu'un, vous voyez? Ceci étant dit, je comprends très bien ce que vous dites, et il m'arrive moi aussi d'être confronté à des personnes qui ont un comportement problématique, voire très problématique. Et c'est vrai qu'il y a toujours une part de moi qui a envie de les emmener vers la lumière. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, même, enfin, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Vous voyez, c'est un peu comme dans la guerre des étoiles. Et je suis convaincu que au fond, tout au fond, il n'y a que du bon dans l'être humain. Vous voyez, il y a une part de divin au fond de nous. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais quelque part, c'est très enfoui quand même, il faut le dire. Et donc, c'est pas évident d'aller chercher cette part-là. Et si je peux juste donner une piste, et ce qui est vrai d'ailleurs pour un être humain, c'est vrai aussi pour une organisation ou un niveau plus collectif, c'est-à-dire il y a un principe que certains Américains, alors peut-être pas celui qu'on citait tout à l'heure, que certains Américains appliquent, qui est what you focus on expands. Ce sur quoi vous focalisez, ce sur quoi vous portez votre attention tend à s'étendre.
On pourrait le méditer en France, hein, nous qui sommes quand même un pays de râleurs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut voir le mal, quand on veut voir ce qui ne va pas, eh bien, en fait, il y a de plus en plus de problèmes et ça va de plus en plus mal, quoi. Et c'est bien le problème avec nos médias qui ne font que parler de ce qui va mal, quoi. Et inversement, quand on voit ce qui va bien, eh bien, à ce moment-là, on met notre attention sur ce qui va bien, et puis petit à petit, on tourne aussi l'attention de tout le monde sur ce qui va bien. Et à ce moment-là, le bien tend à s'étendre. Et donc ça, c'est vrai aussi avec une personne, c'est-à-dire que si vous parvenez, et c'est parfois super difficile, je vous l'accorde, mais si vous parvenez par rapport à une personne qui va être, je ne sais pas, très pénible, ou même qui aura des valeurs qui peuvent vous choquer, si vous parvenez à voir en elle ce qu'il y a de bien, ou simplement si vous ne parvenez pas à le voir parce qu'elle ne vous le montre pas, mais gardez en vous la conviction qu'au fond de cette personne, forcément, il y a quelque chose de bien, eh bien, cette partie-là a plus de chances d'émerger. A forcément plus de chances d'émerger. Voyez, mais c'est difficile, c'est vrai. Mais ça en vaut la peine. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aime bien raconter les histoires. Celle-là est une histoire américaine, donc ça se passe dans les montagnes rocheuses. C'est un papa et sa petite fille qui se promènent dans ces montagnes. Vous savez, ces magnifiques montagnes très, très verticales avec ces beaux rochers qui se détachent sur un ciel bleu. Imaginez, ça sent bon, les épineux, ça sent bon, les séquoias, quoi. Ils se promènent. Et puis la petite fille qui est super heureuse comme ça, de se promener avec son papa, à un moment donné, elle s'écrie « C'est fantastique !» Et elle entend « C'est fantastique !» Elle est super surprise. C'est la première fois qu'elle entend ça. Alors elle dit « Mais, hé oh !» Eh oh. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Alors ça continue comme ça, puis elle commence à s'énerver un peu. Au bout d'un moment, elle lui dit « Ah, mais t'es nul! T'es nul! Je te déteste! Je te déteste! » Et puis là, elle culpabilise un petit peu. Il marche encore le micro, oui? Ah, oui. Là, elle culpabilise un petit peu. Et donc, elle l'exprime, elle dit « Je suis désolée! Je suis désolée! » Alors, elle est très, très contente de recevoir ça en retour. Alors, elle finit par dire « Je t'aime, je t'aime ». Et elle se tourne vers son papa et lui dit « Mais à la fin, papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Et son père lui dit « Écoute, certains appellent ça l'écho, mais moi, j'appelle ça la vie. Parce que tu vois, ma chérie, la vie, elle te renvoie toujours ce que tu lui donnes. » Alors, y a-t-il une dernière question? Oui, bonsoir. Ah bah, indirectement, vous avez fait ma transition en fait. Est-ce que le secret, entre guillemets, c'est pas les enfants? Éduquer, entre guillemets, enfin, le mot éduquer, je suis instit, hein, donc forcément, le mot éduquer. Est-ce que la clé, ce ne sont pas les enfants? Ils sont confrontés à la violence éducative, parce que ça fait écho aussi à un dernier ouvrage qui est paru sur l'évolution du cerveau. Est-ce que finalement le secret, c'est pas d'être bienveillant d'abord avec les enfants, de leur donner une notion de la philosophie, parce que quelque part ils sont demandeurs malgré tout, pour qu'ils deviennent des adultes bienveillants? Oui, bien sûr, c'est essentiel parce que les enfants sont les adultes de demain et plus on les élève avec bienveillance, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs laisser faire, hein. Moi, je suis partisan de ceux qui disent qu'il faut à la fois de l'amour et du cadre, vous voyez, de la structure. Un enfant, et vous le savez, si vous êtes institutrice, a véritablement besoin de cadre, hein, de structure. Mais oui, bien sûr, la bienveillance est essentielle. Mais n'oublions pas non plus les adultes, vous voyez, quand on se parle, quand on se traite aussi avec bienveillance les uns les autres, ça rejaillit sur tout le monde. Et ça a aussi un pouvoir transformateur. Je crois que c'est Paul Václavic qui avait démontré la notion de chaîne, ce qu'il appelait les chaînes de gentillesse, où en fait il a prouvé que si vous faites un acte altruiste envers quelqu'un et que cette personne ne peut pas croire, ne peut pas penser que vous y avez un intérêt, c'est-à-dire vous lui démontrez par votre comportement que vous n'attendez rien en retour, d'accord? Par exemple, je sais pas, comme je le racontais dans mon précédent livre, vous offrez un bouquet de fleurs ou vous faites un compliment à quelqu'un, puis vous partez tout de suite, d'accord? Donc sans même attendre sa réaction ou un remerciement ou autre. Donc là, la personne sait que vous n'attendez rien, que c'est un acte purement altruiste. Eh bien, Václavic, c'est l'école de Palo Alto aux États-Unis, Václavic a montré qu'il y avait de fortes chances que cette personne, au sein de la même journée, fasse à son tour un acte altruiste, quoi.
Donc ça crée une espèce de chaîne de gentillesse, vous voyez. Donc c'est intéressant, ça démontre bien que nous sommes tous reliés, on n'est pas seul au monde. Et c'est vraiment par nos actes et nos paroles aussi au quotidien qu'on contribue à changer le monde. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Laurent Gounel, Merci d'être beaucoup, venu. Agnès. Merci.